à tous et bienvenue pour notre édition spéciale élections européennes. The 26th of May, the European countries have chosen our representative in Europe Parliament. Dans cette édition spéciale, nous vous présenterons un reportage sur notre rencontre avec François Hollande. Then, the Irish and French results. In April, our team met François Hollande for speaking about Europe. Nous lui avons posé quelques questions. L'Union européenne possède une histoire très riche et dont le futur reste encore à écrire. Elle a été créée dans le but de garantir la paix, la sécurité et la liberté de ses citoyens. La mondialisation, l'environnement, les accords et les différentes lois sont au cœur des enjeux européens. Et c'est pour nous, lycéens, en tant que futurs votants, un devoir de les comprendre. Cette conférence est pour nous une opportunité, celle de nous préparer au vote qui pourra nous permettre de faire valoir nos valeurs, nos ambitions et nos espoirs pour cette union. Bonjour Monsieur le Président, Hortense du lycée LFG. D'après vous, pourquoi y a-t-il une montée des nationalistes en Europe et quelles en sont les conséquences? Je vous remercie. Et une montée du nationalisme partout, dans le monde entier. Dans les pays démocratiques comme dans les pays qui ne le sont pas. Dans les pays qui ne sont pas démocratiques, on peut penser que ça fait partie même de ce qu'est leur mode de gouvernement pour les dirigeants de ces pays. Pour faire prévaloir l'autorité, on utilise souvent un discours nationaliste. Et une des expressions de ce nationalisme, c'est l'élection de Donald Trump. Remet en cause l'ordre international et notamment ce qu'on appelle, d'un mot pompeux, le multilatéralisme, c'est-à-dire le fait de discuter avec les autres pour trouver la solution. On revient donc à l'isolationnisme américain, l'unilatéralisme, c'est-à-dire que chacun se décide pour lui-même, et quand il prend son slogan America First, c'est bien ça. On trouve des poussées nationalistes en Europe de l'Est, alors même que ces pays avaient connu le communisme et avaient connu la dictature. Et ces pays-là, ou ces dirigeants-là, ne veulent pas pour autant sortir de l'Union européenne. C'est là que la contradiction va être maximale. Ces partis-là disent, écoutez, maintenant, nous, ça nous va, comme ça. On voudrait sûrement que l'Europe en fasse moins, mais on ne veut surtout pas que l'Europe en fasse plus. Ce qu'on demande à l'Europe, c'est de nous verser nos subventions, c'est d'intervenir pour la politique agricole commune, c'est de nous permettre d'avoir un marché, c'est le pouvoir de circuler en Europe, mais pas d'avoir des contraintes et notamment des obligations sur le plan de la migration ou sur le plan de la solidarité ou sur le plan de la liberté. Pourquoi on a fait l'Europe? On a fait l'Europe, non pas simplement, et c'était déjà très important pour la paix au début, non pas simplement pour faire un marché, même si il a été élargi, pas simplement pour faire une monnaie, l'euro. On a fait l'Europe pour imaginer ce que l'on pouvait faire mieux ensemble que séparément. Donc toute l'argumentation par rapport aux nationalistes et aux extrémistes, au-delà des valeurs morales, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire mieux à plusieurs qu'on n'arriverait pas à faire seul. Quelle est la différence entre un parti qui entend gouverner et un parti qui est simplement dans la proclamation et dans la facilité? C'est qu'un slogan porte davantage en impact qu'un discours. C'est pour ça que Donald Trump, il a parfaitement compris le système et il ne fait pas de discours, il ne fait pas de livres, il ne fait pas de conférences de presse, il fait des tweets. Un tweet le matin, un tweet le midi, un tweet le soir, et en cas d'insomnie, un tweet la nuit. Donc ça va plus vite, c'est plus simple, mais ça sur quelques mots. Qu'est-ce qu'on dit sur un tweet? On ne fait pas un discours, on ne développe pas des arguments, on ne présente pas une politique, on donne simplement sa réaction, son émotion, son irritation. Donc c'est pour ça que les nationalistes, d'une certaine façon, dans le système, pas médiatique, mais dans le système de circulation de l'information,
trouvent beaucoup plus d'écho que ceux qui vont dire, vous savez, la vie est complexe, c'est pas si simple, il faut qu'on progresse par étapes, et puis il faut être raisonnable, et puis on ne peut pas tout faire en même temps. Qu'est-ce qu'il faut les faire? C'est beaucoup plus facile de lancer son slogan, de dire on est mieux chez nous. Ignorer le monde, c'est ignorer finalement le problème qui va s'adresser à nous demain. Bonjour Monsieur le Président, Guy lycée Hélène Boucher. Pendant votre mandat, vous avez été confronté à une vague d'attentats terrifiantes. Quel a été votre ressenti lorsque vous avez dû prendre la parole, et notamment lors des attentats de Charlie Hebdo? Je vous remercie. On avait déjoué plusieurs attentats avant que se produise l'attaque sur Charlie Hebdo. Lorsqu'elle se produit à Paris, donc le 7 janvier 2015, je suis informé par le médecin urgentiste qui est sur place et qui en plus est un collaborateur de Charlie Hebdo, Patrick Pelou, vous l'avez peut-être vu à la télévision. C'est lui qui m'appelle. Moi, je n'ai pour l'instant qu'une information très partielle. Je sais simplement que les locaux de Charlie Hebdo ont été visés par un attentat. Mais quelle est son ampleur? Qui est touché? Est-ce que ce sont les journalistes qui ont été frappés ou simplement l'immeuble qui a été attaqué? Je ne le sais pas. Et c'est lui qui me dit qu'il est là dans la salle de rédaction où il voit ses camarades. Certains sont morts, d'autres sont très grièvement blessés. Et il m'appelle en pleurs. J'arrive même pas à comprendre, enfin j'arrive à comprendre ce qui se produit, la gravité, mais les mots qu'il utilise, il est tellement étreint par l'horreur et par la douleur. Donc le 11 janvier, à Paris, il y a eu une grande manifestation de chefs d'État et de gouvernement. Comme je dis souvent, les manifestations contre les chefs d'État et de gouvernement, il y en a beaucoup. Mais des manifestations de chefs d'État et de gouvernement dans les rues, c'est extrêmement rare, et c'est peut-être unique, et ça ne s'est produit qu'à Paris. Pourquoi à Paris? Pourquoi en France? Il faut que vous y réfléchissiez. Parce que la France, c'est un signe, vous en êtes les héritiers, c'est le pays de la liberté. Et quand la France est attaquée, c'est la liberté dans le monde qui est visée. Ce qui explique la solidarité qu'il y a à l'égard de la France. Ce qui explique aussi le rôle et la responsabilité de la France pour assumer sa place dans le monde, et sa culture, et sa langue, et aussi ses valeurs et ses principes. Alors voilà pourquoi je pense que, par rapport à la question qui est posée, ça a été la plus grande épreuve, celle que j'ai traversée. Je ne parle pas des autres attentats, et notamment du Bataclan et des terrasses du Stade de France, et puis d'autres, Nice, et puis le curé de Saint-Étienne-du-Rouvray égorgé. J'ai vécu beaucoup de drames, beaucoup d'épreuves. Mais la plus grande fierté, celle que j'ai ressentie avec le plus de grandeur, c'est cette manifestation du 11 janvier dont vous devez vous-même être particulièrement fiers. Moi, ce qui me tenait le plus à cœur, c'était de réduire le chômage. Parce que c'était là qu'il y avait la blessure la plus importante, c'est là qu'il y avait les souffrances les plus grandes, c'est là qu'il y avait les désillusions les plus fortes. Et c'est pour ça que j'ai passé les 5 ans à avoir cet objectif-là en tête. La trace la plus grande, pour beaucoup, ça sera que c'est sous ce quinquennat qu'il y a eu les attentats et qu'on a su rester ensemble. Et qu'il y a eu cette unité qui a prévalu. On ne s'est pas fracassé, qu'on ne s'est pas divisé, qu'on ne s'est pas confronté les uns par rapport aux autres. Qu'on a été dignes et qu'on a pu vaincre finalement ceux qui nous avaient attaqués. Je vous ai parlé de la loi sur le mariage pour tous. Il y avait beaucoup de personnes qui s'interrogeaient. Est-ce que c'était vraiment prioritaire? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Il y en a qui étaient vraiment contre. Et en réalité, qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est qu'au fur et à mesure du temps, plus personne ne remet en cause cette loi. Et d'ailleurs, beaucoup de pays européens, on parlait de l'Europe, beaucoup de pays européens l'ont également adopté. Nous sommes particulièrement attentifs à la situation de l'Irlande quand nous faisons des voitures franco-irlandaises. Pour les Irlandais, la réunification de l'Irlande est un objectif qui leur paraît maintenant réalisable. Qu'en pensez-vous? Alors il fallait que je vienne à Toulouse pour qu'on me pose une question sur l'Irlande. C'était pas évident, hein, c'était pas attendu. Et je vous remercie vraiment de l'avoir posé. L'Irlande.
l'histoire de l'Irlande, on ne va pas la remonter à trop loin, c'est une histoire d'indépendance. Et donc, en 1920, après une guerre civile, après une guerre de libération, après une guerre d'indépendance, l'Irlande proclame la République, mais uniquement sur ce qu'on appelle l'Irlande du Sud, mais enfin, qui est en fait la République d'Irlande. Et puisqu'il y avait un conflit qui était aussi religieux, les catholiques étaient au sud, les protestants étaient au nord, même s'il y avait des catholiques aussi au nord, ce qui a donné lieu à d'autres affrontements plus tard. Donc la République d'Irlande est proclamée. Lorsque le Royaume-Uni demande à adhérer à l'Union européenne, et après quelques tergiversations ou oppositions, notamment celle du général de Gaulle, qui était président de la République, en 1972, il y a un référendum en France et l'acceptation commune, on accueille le Royaume-Uni et l'Irlande, les deux pays, dans le marché commun, puis ensuite dans l'Union européenne. Ensuite, au milieu des années 80-90, il y a eu là aussi des affrontements très violents en Irlande du Nord. Et pour trouver un apaisement, c'était à ce moment-là, à la sortie de la politique de Mme Thatcher, pour trouver un apaisement, le gouvernement travailliste à l'époque arrive à un accord qui fait qu'il n'y a pas de frontière entre les deux Irlandes. Les personnes peuvent circuler librement et les marchandises aussi. C'est d'autant plus facile que, finalement, appartenant au même ensemble, l'Union européenne, avec les mêmes règles douanières, c'est une union, avec les mêmes facilités, les personnes peuvent circuler, les marchandises aussi, les capitaux. Malgré les oppositions, les deux Irlandes peuvent communiquer et vivre sur le même marché, même si ces deux États, Royaume-Uni et Irlande, sont indépendants. Arrive le Brexit. Alors, le Brexit, c'est quoi? C'est de sortir le Royaume-Uni de toutes les règles européennes, notamment la libre circulation des produits, des marchandises, donc des services et des personnes. C'est aussi une union douanière. Ça veut dire quoi, une union douanière, pour qualifier le marché commun? Ça veut dire qu'il y a des droits de douane qui sont posés pour tout pays extérieur à l'Union européenne, dont la marchandise veut rentrer sur notre marché. À ce moment-là, il y a des droits de douane. Pareil, les droits de douane nous sont imposés chaque fois qu'une marchandise européenne sort de l'Union pour aller aux États-Unis, en Chine, et demain au Royaume-Uni. Donc un des problèmes qui est posé, c'est que le Royaume-Uni va donc établir des frontières avec des douaniers pour les contrôler. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour l'Irlande? La conséquence, c'est qu'il faut rétablir une frontière entre les deux Irlandes. Et c'est contraire au pacte qui avait été conclu pour assurer la paix. Et c'est pour ça qu'il y a le blocage. On se dit, pourquoi les parlementaires britanniques n'arrivent pas à se mettre d'accord? Ils ne votent jamais le projet. Parce que ce qui est proposé par l'Union européenne, c'est de dire, pour garder cette règle qui faisait qu'il n'y avait pas de frontière, le Royaume-Uni n'a qu'à rester dans l'Union douanière. Alors à ce moment-là, les Britanniques, ceux qui étaient pour le Brexit, disent, mais si c'est pour rester dans l'Union douanière, on n'a plus aucun intérêt, puisque nous on ne voulait pas dépendre de l'Europe. Et on aura donc toutes les conséquences d'appartenance à un marché sans décider des règles pour l'organiser. Donc les Brexiteurs disent on ne peut pas accepter cet accord. Et les autres disent mais on ne veut surtout pas qu'il y ait une remise de la frontière entre les deux Irlandes, parce que sinon ça va être de nouveau le déchaînement. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une impasse. Alors vous avez vu qu'un délai a été redonné aux Britanniques pour qu'ils trouvent une solution. Mais il n'y a pas d'autre solution, en l'occurrence, que de faire que le Royaume-Uni reste dans l'Union douanière sans appartenir à l'Union européenne. Ce qui sera une défaite pour les Brexiteurs et pas forcément une bonne nouvelle pour les Britanniques. On aura au moins permis à l'Irlande de faire valoir ses intérêts. On ne peut avancer que si on a des projets. Mais pour être européen, c'était Mitterrand qui avait eu cette formule, elle est restée belle. C'est que la France est notre patrie et l'Europe est notre destin.
Donc il faut être capable d'être sûr de soi-même. Pourquoi les nationalistes prospèrent? Parce qu'au sein du pays, il y a des doutes sur son identité, sur le lien qui nous unit, sur ce qui nous porte ensemble. Pour être vraiment européen, il faut être vraiment convaincu de l'esprit national, de l'esprit patriotique. Il faut être sûr de soi, pour ne pas avoir peur de se diluer ou de se perdre. C'est là le message important. Of the Irish and French votes. Suivi d'un micro-trottoir fait par Colline et Souria dans le lycée sur les élections. Hi, I'm Kevin, And I'm Solveig. and we're here today to talk to you about the local and European elections. The voting for our local elections took place on the 24th of May to elect the local TD who will represent everyone that can vote in their constituency. These are the names of some of the local TDs in our constituency. Andy Ladney, Arthur MacDonald, Tommy Kinsella. Some others are Dennis Foley, Charlie Murphy and William Quinn. In Ireland, the legal age to vote is 18 years of age, while the age to run for the election is 21 years of age. There are four main parties in Ireland, which are Sinn Féin, Fine Gael, Fianna Fáil and Labour. There are also a few smaller parties such as the AAA, which stands for Anti-Austerity Alliance, and the PVP, the People Before Profit. In Ireland, we have 11 MEPs, whereas France have 74. Altogether, there was 18 seats available in our district, and Tommy Kinsella topped the local district and electoral area. Divorce. There was also a referendum for divorce. It was legalised in 1995. We had referendum on the time you had to legally live apart before you could be divorced. This was previously 4 years, but is now shortened to 2 years. We hope you enjoyed our presentation and hopefully you'll learn something. Bonjour, le dimanche 26 mai, les Français ont voté. 34 listes étaient présentes pour cette élection. Mais les partis traditionnels présentaient à eux seuls 12 listes. Le taux de participation a été de 50,12%. Une participation en augmentation de 7%. Seules 6 listes ont obtenu suffisamment de suffrages pour avoir des sièges au Parlement. Le Rassemblement national, 22 sièges. La République en marche, liste Renaissance, 21 sièges. Les écologistes, 12 sièges. Les Républicains, 8 sièges. La France insoumise, 6 sièges. Les socialistes avec la liste Envie d'Europe, 5 sièges. La première séance du nouveau Parlement se tiendra le 2 juillet. Bonne chance à eux. Pensez-vous qu'il soit important d'aller voter? Oui, quand même. Pourquoi? Comment dire? Si tu votes pas, tu laisses les gens choisir ta place concrètement. Et bon, chacun a des opinions politiques différentes. Du coup,
Si tu veux vraiment que, entre guillemets, ta voix soit entendue et qu'elle soit comptée, il faut que tu ailles voter. Oui, c'est très important d'aller voter parce que c'est un droit civique qui a été acquis et il est important que chaque citoyen puisse s'exprimer sur la vie politique et la vie d'une société. Oui. Pourquoi ? Évidemment pour donner son opinion. Et en plus, on est des femmes. Et on a eu le droit de vote très très tard, les femmes, en France. Ouais, pour moi, c'est très important d'aller voter parce que on sera tous citoyens, on est tous citoyens. Et c'est important pour notre avenir, qu'on ait 18 ans ou 30 ans, ou peu importe l'âge, c'est très important d'aller voter. Oui. Pour l'avenir du peuple, c'est important. Moi, personnellement, non. Parce que je vote pas. C'est bête, en fait, de résumer notre action politique par le fait d'aller voter. Et d'aller voter tous les 4 ans ou tous les 5 ans pour notre président, pour un député qui, au final... Enfin, moi, là, j'ai un problème avec la question de représentation, et du coup, la question du vote, et du coup, la question des élections. Je trouve pas que ce soit une bonne idée, un bon système, en tout cas. Voilà. Avez-vous suivi les élections européennes? Oui. Et pourquoi? Parce que ça m'intéresse. Toutes les élections m'intéressent à partir du moment où c'est politique. Parce que la politique, c'est ce qui va déterminer notre vie quotidienne et beaucoup de gens l'oublient. Européenne? Non, pas du tout. Mais non, j'ai pas suivi ni les résultats, ni... non, j'ai pas trop suivi. Européenne? Un petit peu. Est-ce que vous savez où se situe le Parlement européen? Il me semble qu'il est à Bruxelles. Je dirais Paris? Non? Le Parlement européen se situe à Strasbourg. D'accord. Savez-vous quel est le rôle d'un député européen? Eh bien, un député européen a pour rôle d'élaborer les lois pour l'Europe. C'est ainsi que s'achève notre numéro spécial élections européennes. On se retrouve très prochainement pour notre deuxième numéro. See you soon.